À l'occasion du premier anniversaire du gouvernement Samalou Kondé au mois d'avril 2022, le fameux gouvernement des Warriors, les Congolais ont eu droit à un exercice plutôt inédit dans l'histoire récente du pays. En tout cas, nous n'avons pas souvenir d'un exercice de redevabilité à si grande échelle. Ainsi, pendant plusieurs semaines, le Premier ministre Samalou Kondé lui-même et chacun de ses ministres ont défilé à tour de rôle sur le plateau de la radio-télé nationale congolaise, la RTNC, chaîne nationale, pour présenter donc le bilan de l'action gouvernementale. Chaque ministre a ainsi eu 1 heure environ pour répondre aux questions d'un ou d'une journaliste, parfois accompagné d'un expert en la matière du jour, et donc de peindre un portrait des grandes réalisations et autres défis dans le secteur. Ainsi, les amis, en cette semaine du 30 juin qui marque le 62e anniversaire, donc les 62 ans de l'indépendance de la RDC, nous avons jugé utile de vous décrypter, donc de le faire pour vous et avec vous, quelques-uns de ces entretiens pour ce qui est des secteurs les plus directement reliés à notre champ de compétences et d'expertise ici sur Excel Africa BizTech. Salut les amis, je suis docteur Jean-Paul Mouka, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech. Et ainsi, j'ai le plaisir en cette semaine de m'entretenir avec vous, d'échanger avec vous sur cet espace qui, comme vous le savez maintenant, décrypte les enjeux de développement en Afrique et en RDC à l'intersection de la transformation numérique et du commerce international. Donc, chers amis, cette semaine, nous efforcerons de décrypter ensemble au cours des prochains numéros. D'ailleurs, pas seulement cette semaine, on essaiera de faire que ça aille au-delà. On va vous expliquer le principe. Dans un premier temps, nous nous efforcerons de décrypter tout naturellement les bilans des ministères du numérique, des pétentiques et du commerce extérieur. Et dans un second temps, nous les efforcerons de nous pencher sur le ministère de l'Industrie, entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ainsi que l'éducation. Éducation, entendez, éducation secondaire et enseignement secondaire et universitaire, ou plutôt supérieur et universitaire, ainsi que enseignement primaire, secondaire et technique. En gros, ces départements, ces ministères, ces champs de compétences sont plus ou moins reliés à ce que nous traitons ici tous les jours. Donc ensuite, au fil des semaines comme ça, on peut aller plus loin et puis peut-être, pourquoi pas, s'intéresser à d'autres domaines qui touchent plus ou moins directement à ce que nous faisons ici avec vous très régulièrement, notamment grâce à la nature plutôt transversale du numérique. Et vous savez, comme vous le savez, le numérique a un rôle clé comme levier de développement dans tellement de secteurs. Fonction publique, santé. Je ne parle même pas de certaines entreprises du portefeuille de l'État qui sont reliées à tous nos domaines ici. Vous l'aurez compris, les amis, dès lors que l'on reconnaît la transformation numérique comme un levier de compétitivité, une nation qui se veut moderne doit absolument regarder ces domaines avec un œil critique et c'est à cela que nous nous exerçons sur cet espace, moi avec vous. Et merci encore une fois pour votre euh, soutien, pour votre appui multiforme pour que cette vision prenne chair et qu'elle se réalise. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de domaines qui échapperont au radar de notre critique. Agriculture, pêche, élevage, finance, économie, jeunesse, sport. Bref, nous sommes intéressés par tous ces secteurs qui peuvent être modernisés, qui peuvent être vulgarisés, viabilisés et rendus plus compétitifs pour améliorer le quotidien des Congolais et la compétitivité de notre pays à l'échelle régionale, continentale, pourquoi pas mondiale. Excusez-moi, j'ai coupé la clim, elle commence à m'enrhumer un tout petit peu là. Alors, pour ne pas se disperser, les amis, restons méthodiques, concentrons-nous sur ce qu'on peut digérer en un numéro. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur le bilan du numérique présenté récemment par le professeur Dr Eberhard Kolongele, ministre du numérique de la RDC. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez,
directement si possible. Vous savez, petite anecdote, il y a quelques jours, j'ai parlé avec, un de mes proches et la personne me demandait en gros comment va la chaîne, parce que ça fait quelque temps que la personne a partagé avec, voilà, dans tous ses groupes WhatsApp et partout où la personne est sur les réseaux sociaux, sur son mur Facebook. C'était très bien. Je lui ai posé une petite question simple. J'ai dit, mais est-ce que tu as pensé partager avec les personnes avec qui tu soupes chaque soir, la personne avec qui tu déjeunes chaque midi, peut-être ton voisin ou ta voisine de palier, ton voisin ou ta voisine de bureau, et la personne me dira, tiens, je n'y ai pas vraiment pensé. Je dis, bon, voilà, peut-être que c'est un service que tu peux me rendre dans ce sens-là. Vous savez, souvent on partage, mais entre nous. Si comme vous êtes comme moi, je suis certain que à un moment, vous êtes un peu tanné, vous en avez eu un peu ras-le-bol sur tous ces messages-là qui sont partagés, genre plusieurs fois, vous les ouvrez plus. Donc, c'est bien de partager, c'est ce que je vous demande chaque semaine, mais je vous demanderai aussi peut-être tout simplement de dire à votre conjoint, à votre collègue du bureau, à la personne qui est en face de vous, les yeux dans les yeux, ah, est-ce que tu as entendu parler de cette chaîne? Est-ce que tu peux juste t'abonner? Peut-être que la personne n'est que moyennement intéressée par ce que nous faisons comme travail ou par le sujet, ce n'est pas un sujet qui l'intéresse. Fair enough, comme on dit en anglais, mais au moins la personne s'abonne, elle nous aide à monter en nombre d'abonnés et puis la personne peut regarder et se faire sa propre idée. Peut-être, voilà, s'il trouve que c'est pas tout à fait intéressant dans les médias, zapper, peut-être partager à d'autres personnes ou qui sait, peut-être que la personne sera tout à fait séduite, convaincue par le travail que nous faisons et fera partie de nos nombreux auditeurs réguliers et les nombreuses personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est un peu le service que je vous demande parce que, croyez-moi, les sujets que nous traitons, ils sont transversaux, ils sont intrinsèquement transversaux et donc notre petite expertise fait que donc, nous pouvons progressivement nous exprimer sur des sujets qui, en apparence, n'ont rien à voir avec le numérique, mais qui, vous le verrez, ont tout à voir avec le numérique et la transformation digitale d'une société. Je venais tout à l'heure de vous faire une liste non exhaustive des ministères de la République, par exemple, sur lesquels nous pensons avoir vocation à observer, émettre une critique, une proposition en rapport avec la transformation numérique. Croyez-moi, ce n'est absolument pas pour frimer que nous revendiquons ici vouloir éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Donc, chers amis, soulignons d'emblée l'aspect assez inédit d'une telle démarche, cette démarche de redevabilité à laquelle nous avons eu droit en RDC depuis, on va dire, on est la fin juin, donc depuis 2 mois comme ça. Bravo à la RTNC au passage et à d'autres qui ont fait un travail remarquable dans ce sens. Je pense notamment à Top Congo qui, depuis un temps, nous habitue un peu à ce genre d'exercice de vulgarisation de l'action publique en RDC. Vous n'imaginez pas le service que vous rendez à la nation. Vous m'opposerez peut-être, les amis, que ben, écoutez, peut-être que c'était juste de la figuration. Est-ce que c'était pas juste un écran de fumée, du blabla? Ben, pourquoi pas? Peut-être. Mais ce serait aller trop vite en besogne. Ce serait surtout oublier, les amis, que dans un pays où la culture de redevabilité a entièrement disparu de la scène publique, dans un pays où les mandataires de l'État se croient bien souvent au-dessus des lois, trop importants pour daigner rendre compte des actions menées par eux, avec des fonds publics pour la population. Eh bien, si ce n'est une révolution, convenons que c'est à tout le moins une évolution dans la bonne direction. Donc, parmi les grands avantages d'un tel exercice, moi, personnellement, je retiens le fait que nous, Congolais, avons maintenant au moins un acquis sur lequel nous pouvons nous accrocher. Il y a maintenant un précédent auquel nous pouvons nous accrocher pour exiger de la redevabilité à tous les autres gouvernements qui suivront. D'ailleurs, quelle que soit la justesse des bilans sur le fond, nous, les observateurs, et tous les Congolais de toutes les classes sociales pourront désormais citer cet exercice comme exemple lorsque les prochains dirigeants seront tentés de se réfugier derrière je ne sais quel subterfuge, tout simplement pour éviter de rendre compte. À nous donc, chers amis, chers Congolais, chers Africains, chers compatriotes, de ne pas gaspiller ce précieux acquis. Rappelons à tous ceux qui viendront après que ceux avant eux
nous rendait des comptes de manière systématique où chaque ministre passé nous expliquait. On était convaincus ou pas à la fin, mais cet exercice qui devienne quasi religieux dans notre société. C'est ainsi que nous élèverons notre nation, nous élèverons la rigueur avec laquelle nous, la jeune génération, devrons regarder nos dirigeants et pas tomber dans le djalelou et dans les salamalek inutiles qui ne nous honorent pas. Ainsi, je vous proposerai donc de structurer ce petit décryptage autour des grands axes de la présentation de Monsieur le ministre et notamment suivant le contour des grandes questions qui lui avaient été posées ce jour-là. Alors, d'entrée de jeu, il était évidemment question, et je suis certain que beaucoup d'entre vous se sont posés à un moment ou à un autre la question, si vous avez fait attention au sujet, mais quelle est la pertinence du ministère du numérique? Alors que le pays avait déjà un ministère des pétentiques, est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement? Et donc, le ministre a, a expliqué que voilà, les pétentiques, donc les ministères de Poste, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information, s'occupent plutôt des infrastructures, alors que le ministère du Numérique, lui, s'occupe plutôt du contenu. Il a donné une belle petite image, à savoir que pensez aux pétentiques comme les autoroutes et au ministère du Numérique comme les voitures, les véhicules qui roulent sur cette autoroute. La comparaison, je la trouve assez exacte. Donc, moi, je pourrais la redire en mes propres termes pour confirmer que oui, les pétentiques devraient s'occuper essentiellement des grandes infrastructures sous-jacentes, telles que le déploiement de la fibre, mais d'autres aussi, alors que le ministère du numérique, lui, devrait plutôt s'occuper du contenu numérique, des usages et l'animation de tous les acteurs de l'écosystème du numérique du pays. Les deux ne sont pas forcément séparés dans tous les pays, mais je vois le bien fondé, je vois l'intelligence et l'idée derrière cette séparation, surtout dans un pays où le numérique et l'informatique en général ont tellement de retard à rattraper, les amis. Et donc, il a été question des principales réalisations. C'était quoi les réalisations du numérique à ce premier anniversaire? Le ministre nous a fait un petit tableau de ces 9 réalisations et il y est revenu assez longuement tout au long de l'entretien. Ces 9 grandes réalisations. Et ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines minutes, c'est d'essayer de découper un peu ce camembert là pour vous montrer plus ou moins le sens de chacune de ces réalisations. Et donc, la première qu'il a mise en avant, c'était le code du numérique qui, en gros, il explique que était là pour adapter la législation congolaise des nouvelles technologies de l'information et de la communication aux normes internationales et ainsi migrer vers une loi des technologies numériques. Alors, en gros, vous avez compris, harmoniser le cadre législatif, l'adapter aux exigences de la modernité à l'heure de la modernité en ce 21e siècle en matière du numérique, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est simple, c'est clair. Ensuite, il a été question de cadre et structure, de ce cadre et structure organique du ministère du numérique. Donc, en gros, les travaux, le ministre explique qu'il y a eu des travaux en commission mixte avec la fonction publique, où il en est sorti un référentiel d'emploi et de compétences qui a été élaboré, ainsi que la nomination d'un chargé de mission et de son équipe. Alors, ici, il s'agissait plutôt de préparer l'administration. Rappelons que le numérique n'a jamais existé en RDC en tant que ministère à part entière. Donc, il est concevable qu'un travail fondamental soit fait pour lui donner justement les appuis administratifs dont il a besoin, notamment en ce qui concerne les termes de référence pour fonctionner, recruter et habiliter le personnel. Il a ensuite été question euh, des normes et standards du système d'information de l'État. Et ici, le document, en gros, valide et il a été élaboré, il a été rendu au conseil et soumis au Conseil des ministres. Cette étape, les amis, consiste plutôt à définir les normes et standards du système d'information de l'État, système informatique. Vous savez, l'État, c'est plusieurs entreprises. Si chacun doit faire ce qu'il veut avec ce qu'il a, on s'en sortira jamais. Donc, il faut harmoniser certaines choses, notamment pour uniformiser les procédures, les pratiques des systèmes d'information qui sont acceptés, les pratiques en termes de sécurité de l'information, en termes de standards
pour que chacun fasse plus ou moins suive les mêmes procédures et qu'on harmonise la façon de travailler dans l'administration publique en RDC. Donc, mission très importante à mes yeux. Le ministre s'est ensuite appesanti sur cette quatrième réalisation qui a consisté à redorer l'image de marque de la RDC. Alors, les amis, en gros, charte graphique du gouvernement, donc harmoniser la marque standard de l'État congolais, un portail web officiel du pays, donc république.cd si vous n'y êtes pas encore allé, ainsi que l'harmonisation des noms de domaine et des sites web, notamment .gouv.cd. Et là, moi j'ai envie de dire, il était temps. Vous savez, cette initiative permet tout simplement d'harmoniser l'image, les adresses des enseignes publiques de l'État, de la RDC. Vous savez, dans mes carnets qui traînent partout dans mes tiroirs à la maison, j'ai tout plein de cartes de visite de ministères, de responsables ministériels, de mandataires publics, de ministres en RDC et partout ailleurs en Afrique, des autorités du pays que j'ai eu le privilège de rencontrer. Mais je n'exprimerai jamais assez ma peine à constater comment ils exhibent fièrement leur Gmail sur la carte de visite qui est censée traiter des affaires gouvernementales, par exemple, parler de souveraineté. Vous savez, moi, j'ai fait partie de ceux qui, très tôt, il y a assez longtemps, ça commence à dater, ont commencé à prêcher l'évangile du cloud en Afrique. Vous savez, quand tous les systèmes d'information étaient encore hébergés sur site. Et moi, j'ai parcouru les capitales, les rues poussiéreuses de toutes les capitales africaines à essayer de moderniser l'administration, y compris d'injecter une dose de dématérialisation de certaines choses qui peuvent aller dans le cloud. Et très souvent, on vous opposait l'argument de la souveraineté. Non, vous savez, il y a des données d'État qui ne peuvent pas être placées ailleurs qu'ici. Et tout ça, moi, je l'entendais très bien, mais moi, je disais souvent, soit en blaguant qu'à moitié à mes interlocuteurs, j'ai dit, mais attendez un instant, vous me dites, vous me chantez la souveraineté. Mais où est la souveraineté lorsque vous traitez des affaires d'État avec votre Gmail? Est-ce que vous savez où est hébergé le serveur Gmail, Gmail, Google Mail? Ces courriels email, ces emails google.com, ils sont hébergés où? Ils ne sont pas hébergés en RDC ou ni au Togo ni en Zambie. Donc, je les ramenais toujours à ça pour dire on fait déjà du cloud. Et c'était vraiment toujours un argument de taille pour leur montrer que non, 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 non. Le manque de souveraineté, l'intrusion étrangère, ce n'est pas seulement parce que vous pensez qu'il y a un méchant qui sortira de tel pays. Non, non. C'est déjà vos communications actuelles. Parce que au final, au bout de cette réunion, on va échanger des documents qui pourraient être sensibles. Et vous me donnez votre Gmail. Donc, je vais vous envoyer des documents sensibles. Vous allez m'envoyer en retour des documents sensibles parce que, voilà, on essaie de faire affaire. Je vous conseille et vous me faites confiance. Mais nos conversations sont scrutées, sont regardées par Big Sam, par je ne sais qui. Donc, parler de souveraineté numérique quand vous utilisez un Gmail, c'est absolument une chimère. Il faut oublier cette affaire-là. Et donc, il est aussi question ici des emblèmes de la République, pour paraphraser le ministre lui-même d'ailleurs, ici lui-même qui disait que tantôt les emblèmes et l'armoirie de la République se représentaient tantôt par un rhinocéros, tantôt par un éléphant, tantôt par un léopard et que sais-je encore. Papier en tête, vous avez tous vu, il y a vraiment du tout et ça ne ressemble absolument à rien. Savez-vous que même le bleu du drapeau de la RDC, moi j'ai jamais bien compris, vous conviendrez avec moi, la couleur revêt une signification précise, importante. Le bleu ciel, c'est pas le bleu, c'est pas le bleu foncé, c'est pas le violet ou le mauve clair, je sais quoi. Le bleu ciel, c'est le bleu ciel. Et d'ailleurs, il a une signification très précise dans les armoiries du Congo. Je suis allé juste parce que moi, je consulte régulièrement ma constitution. Je l'ai apportée de la main, la constitution de mon pays, pour m'en imprégner. Et j'ai retrouvé tout simplement l'article qui parle du drapeau. C'est tout en haut. Constitution, premier article, alinéa 2. Donc, vous voyez, ça commence, la RDC, République démocratique du Congo, dans ses frontières du 30 juin 1960, est un État de droit, indépendant, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. Et voilà ce que je vous ai encadré là. Son emblème est le drapeau bleu ciel, pas mauve,
pas un mélange entre le bleu foncé et le mauve, bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche, traversée en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. C'est clair, il n'y a pas de confusion là-dessus. La Constitution continue sur les attributs de la RDC, très intéressant, et pour moi, c'est absolument vital, toutes ces choses. Ça devrait l'être pour vous aussi, d'ailleurs, les amis. Ainsi, vous voyez par exemple ici sur la couleur, on continue. La couleur bleu ciel symbolise la paix, la bande rouge symbolise le sang des martyrs, la couleur jaune est le signe de la richesse du pays, tandis que l'étoile jaune envoie à un pays uni, promis un avenir radieux. Voilà, ça veut dire quelque chose. Il faut connaître ces choses, les amis, surtout nous les jeunes. Nous devons connaître ce que représentent les couleurs de notre drapeau. Pourquoi on a un couleur aux couleurs qu'il a? C'est quoi la signification? Je sais que moi, j'ai été élève à l'école primaire déjà pendant le temps du Zaïre et à l'école secondaire pendant qu'on était encore au Zaïre. Le drapeau du Zaïre, le drapeau du Imper, on nous les décryptait chaque lundi à l'école. On chantait et on nous expliquait. C'est ça qui crée l'unité nationale. Je suis prêt à parier que beaucoup de jeunes dans mon pays aujourd'hui ne savent pas ce qu'on vient de dire là. Si vous avez appris quelque chose, tant mieux, partagez et faites que nos enfants sachent pourquoi on a le drapeau que l'on a, qu'est-ce qu'il signifie, etc., etc. Donc ainsi, nous pouvons constater la cohérence dans les noms de domaine des différents sites d'administration. On était en train de parler du pilier de la réalisation du numérique qui consiste justement à redorer et à standardiser l'image digitale et notamment l'image du pays. Et donc, un des acquis, une des choses qui a été très bien faite, c'est standardiser déjà même les noms de domaine. Vous pouvez voir là, par exemple, je suis sur le portail du ministère des Pétentiques. Quand vous regardez pétentique.gouv.cd, c'est clair, c'est bien fait, c'est un site qui est bien léché, bien soigné. Ça vous donne envie d'aller voir un peu ce qu'il y a. Les informations ne sont pas toujours très à jour, j'avoue, mais il faut y travailler. Mais c'est déjà un début, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Regardez là, par exemple, je suis sur le ministère du numérique, numérique.gouv.cd. C'est toujours le même standard, .gouv.cd. On essaie de standardiser partout. Regardez, le ministère du commerce extérieur. Je suis sur commerce.gouv.cd. Vous sentez une certaine continuité, une certaine cohérence. Ministère de l'Industrie, mineindustrie.gouv.cd. C'est pas chacun vient avec ce qu'il veut. C'est .gouv.cd. Quand je suis dessus, ça me dit, ah voilà, là je suis sur un site gouvernemental de la République démocratique du Congo. On a une identité, une uniformité numérique. Voyez-vous? Mais attention, il faut maintenant travailler à harmoniser et améliorer le référencement. Vous savez, le référencement, c'est tout simplement la facilité avec laquelle les visiteurs peuvent vous retrouver sur la toile. Il est vrai que le référencement est une notion plutôt poursuivie par les organismes et autres vitrines commerciales parce qu'ils ont un produit ou un service à vendre et ils veulent qu'on les retrouve à tous les coups. Ils veulent être toujours au-dessus dans les recherches de Google. Mais quand on est un service public, l'image, la facilité d'accès, ça compte aussi pour beaucoup. Donc, à ce sujet, par exemple, j'ai essayé tout récemment de retrouver la plupart des administrations en RD Congo à travers une petite recherche Google. Vous allez juste sur Google et vous tapez ministère du plan en RDC. Quand je tape ministère du plan en RDC, regardez les réponses qui viennent en premier. Ministère du plan, c'est leur page Wikipédia. Ensuite, j'ai la page Twitter. Ce n'est pas exactement ce que je cherchais. Moi, je veux voir exactement ce qu'ils font. Bon, vous avez leur géolocalisation, c'est déjà ça. Je sais où les retrouver à Kinshasa. Et puis, du coup, on part dans Invest in DRC, c'est l'ANAPI, Facebook. Ça, c'est les premiers résultats de Google qui sortent chez moi. Je ne retrouve pas le portail du ministère de, du plan. Je ne sais pas s'ils ont un site web, donc il faut vraiment chercher. Peut-être qu'il est sur la 4e ou la 14e page de Google. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Donc, la personne qui héberge ces sites doit travailler, enfin, la personne que le gouvernement a mandatée de faire héberger ces sites, doit travailler au référencement. Autant il était assez simple pour moi de retrouver le ministère du Commerce ou le ministère de l'Industrie ou le ministère du Numérique, que je dois retrouver le ministère du Plan. C'est un ministère important de mon pays. Voyez-vous? Allez, regardez par exemple là, j'ai fait une autre recherche.
Ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, vous conviendrez avec moi qu'Affaires étrangères, s'il y a pas, il y a pas beaucoup plus grand que ça comme ministère. Je ne retrouve pas le portail du ministère des Affaires étrangères de mon pays. Regardez là, je tombe sur leur page Wikipédia, OK. Et puis là, je tombe directement sur. Et pourtant, j'ai bien écrit Ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Mais là, je vois déjà le site de la diplomatie française, Ministères étrangères de la France. Et puis, il faudra peut-être aller chercher, mais je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas. Affaires étrangères de la RDC, le compte Twitter, c'est bien, mais ce n'est pas ça que je cherche. Donc, le portail, c'est vraiment la porte d'entrée d'une organisation, d'une entreprise, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit publique. Il faut absolument soigner et la présence, mais surtout aussi la facilité d'accès, c'est-à-dire la facilité de retrouver en ligne, à savoir le référencement. D'accord? Regardez ici, j'ai fait pareil, ministère du portefeuille. Je ne trouve pas leur portail. Je vois un compte Twitter. Alors, quand je cherche un peu plus bas, je trouve mineportefeuille-rdc.com. Je dis, oh tiens, bah, là, il n'a pas de .gouv.cd, donc déjà, ça n'est pas standard, mais je me dis, allons voir ce que ça donne, et quand je clique dessus, voilà sur quoi je tombe. Donc, ce portail-là, ce domaine-là, il a probablement été désactivé, ben, où est le nouveau alors? Alors, c'est des petites choses comme ça qui créent une certaine uniformité dans l'accès aux services de l'État, et ça, ce n'est pas des ministères mineurs dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas une petite sous-division au sein d'une division au sein d'un ministère. Non, c'est le portail qui doit me donner l'accueil dont j'ai besoin dans ce ministère-là de mon pays en tant que citoyen congolais, où que je sois. Alors, quand je cherche bien ministère du portefeuille, je tombe sur la page Facebook qui est là, elle a le mérite d'exister, mais j'avoue qu'elle ne m'est pas très utile, elle ne m'édifie pas beaucoup parce que moi, j'ai envie de retrouver un portail. Page Facebook, pourquoi pas? Ça, c'est pour quand on commence, c'est pour quand tu es un particulier, tu n'as pas les moyens de payer un domaine, tu ouvres une page Facebook business et puis voilà, tu as ta petite vitrine. On parle d'un ministère de la République ici, donc cette affaire de page Facebook, c'est pour les réseaux sociaux, pour créer une certaine dynamique entre followers et tout, mais c'est pas pour, ça ne devrait pas être l'accès unique et principal à des informations d'État. Donc voilà des choses qu'il faut absolument revoir, s'il vous plaît, les personnes en charge de l'hébergement, du design, de la visibilité des entreprises de mon pays, surtout les entreprises publiques. Et donc, il a été en cinquième réalisation, question de l'adoption de la feuille de route du programme de transformation numérique, donc mise en œuvre du PNN. Alors, le ministre a expliqué qu'il y a, en gros, il en est sorti 52 projets validés et validés en Conseil de ministres, justement. Et voilà, je n'ai pas eu accès à ce document en particulier, mais ce serait une bonne idée de le rendre disponible au public, facile à accéder aussi, ne fût-ce que dans sa version projet, parce que j'imagine que s'il doit passer par le Conseil des ministres et qu'il y a encore quelques, quelques haies, quelques barrières, quelques obstacles à franchir avant de le valider pleinement. Donc, il y a peut-être des éléments qui vont changer selon ce qui sera retenu ou pas. Mais n'empêche que même en version brouillon, draft, projet, il devrait être disponible. Si la sécurité et la confidentialité représentent des problèmes et ça inquiète, il y a des moyens techniques de verrouiller un document, d'en empêcher les copies, d'en empêcher les téléchargements intempestifs, les amendements par le grand public. Bref, il faut libérer la connaissance, voyez-vous, pour que le plus grand nombre sache y accéder. Et plus ils sont informés des enjeux, plus ils y seront sensibles. Pensez aux étudiants, par exemple, en quête de sujets ou de recherche additionnelle sur leur sujet de recherche, thèse, doctorat, travail de fin de cycle, et même des étudiants, des élèves du secondaire. Ils ont besoin d'être déjà aspergés de la connaissance locale. Voyez-vous, même incomplète, même encore mal ficelée. Mais il faut déjà que du contenu local inonde la toile lorsqu'on fait des recherches sur l'RDC. Lorsqu'un élève cherche à résoudre un problème à l'école et qu'il fasse une recherche sur Google, il doit tomber en priorité et de plus en plus sur du contenu congolais. L'espace public est influencé ainsi. Ainsi, le réflexe du Congolais moyen, jeune ou vieux, de l'Africain moyen, ne sera pas de toujours
aller sur des problématiques occidentales, parce que c'est ce qu'ils retrouvent plus facilement. Souvent, quand on cherche un sujet de recherche, quand on cherche des références, très facilement, on tombe sur des références d'un Stoïkovic ou d'un White ou d'un je sais qui, ou d'un monsieur Lamaison, alors qu'il y a des experts congolais qui ont écrit, qui ont publié sur ces sujets-là, mais essaye de chercher une publication d'un expert congolais, essaye de chercher euh, des références congolaises à ta problématique académique, professionnelle, tu n'en trouves pas. Et donc, ça nous colonise mentalement, ça nous conditionne à toujours nous référer. Vous avez des jeunes qui sont à fleur d'âge, qui ont la plus grande fraîcheur mentale et intellectuelle possible. Parce qu'après un certain âge, elle ne va qu'en fanant. Mais au moment où les jeunes sont les plus frais, on les abrutit, on nous abrutit avec des problématiques américaines, canadiennes, françaises, belges. Parce que c'est là, en 2 clics, tu les retrouves sur Google. Tu vois comment ton problème, enfin, ta problématique, ton thème a été traité. Et puis maintenant, tu dois refaire le chemin inverse pour essayer de voir comment le tropicaliser, ce problème-là ou cette solution-là, comment l'adapter. Ben, écoute, c'est un peu plus difficile. Donc, inondons la toile de contenu local. Et moi, je suis vraiment d'avis à libérer tous ces documents qui contiennent des informations sur l'avancement des projets en RDC. Souvent, vous verrez, il y a des sites, souvent pour trouver des bons documents congolais, c'est des ONG étrangères, vous l'avez deviné, qui ont la gentillesse de les mettre sur leur site. Nos sites à nous congolais, c'est souvent n'importe quoi. Privé, public, c'est quasi pareil. Tu ne retrouves rien de bon. Donc, essayons de travailler sur notre contenu. Et c'est à ça aussi que sert le ministère du numérique. Voyez-vous, ce n'est pas que lui, parce que les contenus, il y a du contenu journalistique, il y a du contenu académique, mais c'est en symbiose que l'on travaille tout ça et qu'on le visibilise un peu plus à travers cette vitrine du numérique. Alors, il a ensuite été question du data center national. Donc, le ministre a expliqué qu'il y a une étude de faisabilité en vue de garantir la souveraineté numérique de la RDC. Je vous en parlais tout à l'heure, que les données congolaises soient hébergées au Congo. En attendant l'appel d'offres qui est en cours, il y aurait eu un accord pour utiliser, emprunter pendant quelque temps sous forme de pilote ou autre le data center qui existe déjà au niveau de l'immeuble intelligent sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Donc, ici, je vous renverrai tout simplement à ma vidéo sur la souveraineté numérique. C'était le numéro 5. Si vous allez dans la liste de mes vidéos sur cette chaîne, vous verrez épisode numéro 5. J'ai beaucoup parlé de souveraineté numérique et du rôle des data centers locaux dans un pays. Savez-vous qu'à peine 1%, les amis, des données africaines sont hébergées en Afrique. Les 99% autres sont hébergés ailleurs. Comment pouvons-nous parler de souveraineté numérique dans ces conditions-là? Comment pouvons-nous parler de souveraineté tout court dans ces conditions-là? Au moment même où l'Union européenne, par exemple, vous avez suivi peut-être, et si vous n'avez pas suivi, je vous informe que l'Union européenne, ça fait quelques années, qui a rendu officiel son RGPD, c'est-à-dire Règlement général de protection des données, qui est une loi qui encadre la collecte, l'utilisation, la sécurisation, la sauvegarde des données personnelles des citoyens de l'Union européenne. Ils ont évidemment compris que, voilà, quand vous avez les grandes firmes du numérique, les GAFAM, comme on les appelle, qui sont quasi tous américains, eh ben, les données d'un citoyen de l'Union américaine, ils sont hébergés au niveau des États-Unis, ils peuvent héberger où ils veulent, mais puisqu'ils appartiennent à une firme américaine, donc Big Sam a son œil dessus. À n'importe quel moment, à la demande, la loi américaine exige qu'un contribuable américain, qu'une firme américaine lui produise les données. Vous voyez comment ils étaient à la merci. Nous, Africains, devrons faire le mouvement dans cette direction-là. Les Chinois, les Asiatiques l'ont déjà fait. Croyez-vous que c'est par fantaisie seulement que les Chinois ont verrouillé leur espace à Google, à Facebook, à Apple et à tous les autres?
Évidemment, entre les GAFAM et les BATX, je vous en ai parlé aussi dans un épisode précédent sur cette chaîne, c'est-à-dire les BATX, c'est les grands du numérique chinois, les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, vous pouvez ajouter Microsoft, et il y a plein d'autres, ça c'est des formules, hein, BATX, GAFAM. Donc, il y a une guerre économique sans merci, mais je pense que sur le fond, un peuple, un État doit avoir un certain nous devons être jaloux de notre souveraineté. Nos données ne doivent pas quitter notre pays n'importe comment pour aller être hébergées n'importe où dans des conditions que nous ne maîtrisons même pas. Surtout dans un monde où le numérique est en train de tout reprendre, dans un monde où quasiment tout est numérique. Celui qui a les données, c'est celui qui est roi. C'est l'or d'aujourd'hui, c'est le diamant d'aujourd'hui. Donc, soyons plus vigilants sur la sauvegarde, sur où nos données sont euh, emmagasinés, collectés, surtout les informations personnelles et les données sensibles pour nos États. Et en septième réalisation, on a parlé Monsieur le ministre a exposé un peu sa vision sur le e-gov. Donc le e-gov, les amis, c'est contribuer à l'assainissement des affaires en RDC par l'implémentation des services en ligne, dématérialiser l'administration publique. Alors, les amis, cela fait plusieurs années qu'on entend parler de e-gov et ce n'est pas qu'en RDC, hein, donc là, je vais un peu élargir le propos, mais je suis particulièrement critique par rapport à la RDC parce que personnellement, j'en ai vu des projets de e-gov, ça fait 20 ans que je suis sur le terrain en Afrique, j'en ai vu de toutes les couleurs et très peu, j'avoue, très peu est fait dans ce domaine. Alors, ainsi, je vais vous montrer très brièvement, parce qu'il y en a qui se demandent, ouais, mais e-gov, parce qu'on en a eu entendu, on l'a mangé à toutes les sauces, hein, le e-gov. Si bien que ça devient des novlangues comme ça, on ne se pose même pas la question sur ce que ça veut dire concrètement. Les amis, je vais vous montrer ce à quoi ressemble un usage de e-gov. Ça, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Asie, ce n'est pas Singapour, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas les États-Unis ni la France. C'est le Bénin. Le Bénin vient de lancer, enfin, a récemment lancé un guichet unique de tous leurs services étatiques. Service-public.bj. Vous allez sur ce site, les amis, vous avez la liste de tous les services que le gouvernement béninois offre. Vous pouvez les chercher par ordre alphabétique ici. Vous pouvez taper juste un service, par exemple permis de conduire, création d'entreprise. Vous tapez et il y a un petit moteur de recherche. Il vous recherche, il vous le ressort. C'est à ça que ça sert. C'est un portail, c'est une vitrine de, je dis bien, tout. Il n'y a pas un service que le gouvernement offre qui devrait manquer à cette liste, que ce soit un passeport, un visa, un acte de naissance. Donc, toute la palette du système des services publics doit être répertoriée ici. Et pas seulement répertorié. Donc là, vous faites une petite recherche, je vous montre, et là, vous tombez sur le service qui vous intéresse. Ici, par exemple, juste pour l'exemple, j'ai choisi création d'une entreprise. Ah tiens, c'est ça que je veux. Je veux créer une entreprise, je suis quelque part dans mon pays et je veux savoir comment on fait pour créer une entreprise. Faire une demande, afficher les détails. Je clique là-dessus et ça m'amène sur une page. Et cette page est très bien renseignée. D'abord là, j'ai création d'entreprise dans le pays, durée estimée, ça se fait en 3 heures. Coût des services, ça coûte tant. Site internet, voilà où il faut aller. Démarche pour l'usager, voilà ce qu'il faut faire. Institution en charge du service, voilà l'autorité publique qui se charge du service. Institution compétente, etc. Et ici, vous avez la liste des documents à fournir. Ah tiens, j'ai besoin de mon acte, peut-être de ma carte d'identité. J'ai besoin de... Bref, tout est présenté sur une seule page. Alors, je me décide. Là, ça me permet de réunir la documentation. Ah tiens, je manque celui-là, je manque celui-là, je manque celui-là. Je vais chercher. Vous savez, ça nous met dans un système autonome. Non seulement l'information, et surtout lorsque cette information est mise à jour régulièrement et elle est exacte, ça crée une certaine autonomie. Je ne sais pas si comme vous, comme moi, vous êtes un peu parfois agacé par des questions qui frisent vraiment la bêtise. À, à, à l'ère du numérique, vous allez voir, il y a des petits réflexes. Hein. On est resté dans les années antérieures, par exemple, des fois, quelqu'un qui veut faire son passeport. Quelle est la première pensée
qui lui vient à l'esprit. Ah, je connais quelqu'un qui travaille au ministère des Affaires étrangères. Quelqu'un qui veut faire un permis de conduire. Ah, tiens, non, j'ai un tonton tel qui travaille. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette mentalité-là? On devrait être en mesure d'aller en ligne, de voir c'est quoi. Parce que oui, tonton, il peut peut-être. Mais je n'ai pas besoin de tonton qui travaille au ministère de ci ou au ministère de ça. L'information, elle est là. Je fais ma demande. Le temps d'attente, il est écrit. Donc, ça roule, les amis. Et donc, ça, c'est des petits réflexes qui nous ont imbécilisés à travers les années comme ça, où tu ne peux même pas réfléchir. Tu poses la question à quelqu'un, est-ce que tu as pensé à faire ton passeport? Est-ce que tu as ton permis de conduire? Ah oui, ça me rappelle, je dois appeler Tantine Marthe qui travaille. Mais Tantine Marthe, pour faire quoi avec Tantine Marthe? Mais va faire la demande. Fais ta demande. Remplis les conditions. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut quel document? Non, c'est comme ça que ça marche. Et moi, personnellement, je ne sais pas, c'est peut-être une déformation professionnelle en tant que professionnel du numérique. Vous savez, le numérique, OK, il nous a un peu désocialisés parce que vous connaissez l'histoire qui n'est même pas une blague, qui sont des histoires que l'on vit presque chaque jour où vous avez un couple qui partage le même lit, tout va bien, il n'y a pas de problème dans la maison, ils ne se sont pas querellés, mais chacun a une relation intime avec son iPhone à chaque bout du lit. Donc, vous vivez ensemble, mais parfois vous chattez. Pour mieux vous comprendre, il faut le mettre sur Instagram ou sur WhatsApp ou sur Facebook, alors que vous êtes là. Vous partagez le même lit. Donc, c'est vrai, le numérique a cette part perverse qui nous rend un peu asociaux, antisociaux. Mais franchement, vous n'êtes pas non plus obligé de demander, ah, mais c'est comment on appelle immédiatement, alors que vous avez un smartphone qui est sur Internet. Vous savez, j'ai envie de dire immédiatement. Je te dis, mets ça sur Google. Tu appelles ça comme tu veux. Je ne sais pas comment on appelle immédiatement dans ton village. Tu veux commencer avec un K. Tu veux commencer avec un AI. Tu fais comme tu veux, comme ça sort, comme on dit en Afrique, là, ça sort comme ça sort. Tu appelles immédiatement comme tu veux. Dans le quart de seconde, Google te propose l'orthographe exacte. Google te propose la signification. Google te propose même des synonymes. Du coup, tu peux dire, ouais, peut-être que ce n'est pas immédiatement que j'aurais dû utiliser ici, c'est soudain, ou peut-être autre chose. Voyez-vous? Donc, c'est des réflexes comme ça. Et des fois, moi, bon, c'est vrai, je suis dans le domaine et donc parfois, même avec mes proches, ça peut m'irriter passablement, mais bon, c'est pas la fin du monde. Voilà, si quelqu'un vient te demander, ben, comment on appelle immédiatement, bah, alors que la personne a Internet 24/24 avec l'iPhone dernier cri, bon, ok, si c'est pour socialiser, si c'est pas vrai, mais c'est juste pour dire, développons ces réflexes-là. Des fois, tu as juste besoin d'aller faire une petite recherche sur Internet. Tu tapes juste ce que tu veux. C'est tout. Il n'y a pas un sujet aujourd'hui qui nous échappe entre YouTube, Google et les autres sujets qui inondent la toile, les amis. Développons donc cette mentalité autonome et c'est à ça qu'à l'échelle d'un pays servent des outils comme les guichets uniques, des outils comme le e-gov. Voyez-vous? Et donc là, j'étais en train de vous dire que cette page, elle est très utile, mais quand vous cliquez pour faire ma demande, elle vous ramène sur le site. Vous voyez, on vous a dit ici, le site, c'est voilà, mon entrepreneur. Bon, en RDC par exemple, le site, ce sera guichetunique.cd. Et là, en cliquant là-bas, vous êtes redirigé sans que vous n'ayez à faire un effort. Vous êtes redirigé automatiquement et pris en charge par le site du guichet unique de création d'entreprise. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, tout ne sera pas automatisé de A à Z sur tous les processus. Je donne un exemple. Si vous cherchez un passeport, il y aura peut-être un moment où, surtout si c'est votre premier passeport, il va falloir que vous fassiez une capture, c'est-à-dire qu'on prenne des empreintes digitales. Vous pouvez, mais bon, beaucoup de pays, par mesure de sécurité, etc., ne le font pas en ligne. Donc là, la loi dans votre pays, c'est OK, vous avez besoin d'aller vous présenter à tel bureau pour la capture. Mais vous pouvez aller le plus loin possible en ligne jusqu'à obtenir le petit coupon, le petit jeton à les présenter avec un rendez-vous. C'est pour mardi 14 h dans telle administration.
que vous imprimez tranquillement chez vous ou dont vous prenez le QR code ou une photo sur votre téléphone. Lorsque vous arrivez là-bas, il n'y a donc pas de queue, il n'y a donc pas euh, de heurts et de friction dans le processus. Voilà à quoi sert le e-gov concrètement. Dématérialiser l'administration publique. On va au bureau de l'administration publique, frapper à la porte au bureau de monsieur tel, madame tel, que lorsque on n'a pas pu ou on n'a pas voulu pour des raisons autrement plus stratégiques ou sécuritaires, on n'a pas voulu automatiser cette tâche-là. Mais sinon, pour le reste, et la plupart des gens, dans la plupart des cas, les gens sont raisonnables. Ils sont venus parce qu'ils n'avaient pas l'information. Voyez-vous, ils ne savaient pas par où commencer. Et comme chez nous, vous savez, on est habitué à aller en ville. Donc tu prends tu tapes 3 taxis juste pour aller apprendre que non, 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 cette procédure-là a été annulée, on ne le fait plus. Maintenant, c'est comme ceci, comme cela. Les amis, il y avait quand même moyen de digitaliser tout ça. Les gens travaillent de la maison, les gens peuvent faire autre chose. Voilà. Alors, on va avancer, les amis. Donc, 8e réalisation, c'était le système de code à barre. Donc, ici, le ministre nous a expliqué qu'ils ils ont pu réaliser l'obtention du préfixe 605 pour la RDC comme préfixe pour le code à barre dans les barcodes pour les anglophones, comme outil de traçabilité de production nationale et des échanges commerciaux. Alors, vous vous rappellerez peut-être que dans le précédent numéro, c'était l'épisode numéro 27, je vous ai parlé des crypto-monnaies et à l'occasion, nous avons assez longuement parlé sur la technologie sous-jacente des crypto-monnaies qui est la blockchain. Donc, elle permet une certaine traçabilité, sécurité, irréfutabilité de transactions, etc. Alors, c'est dans le même ordre d'idée, mais là, les barcodes, les codes à barres, ils existent depuis assez longtemps sur le marché, donc ils assurent la traçabilité à des produits selon leur origine. On peut ainsi authentifier une origine RDC. Voyez-vous, on peut sécuriser ou authentifier le Made in Congo. Et les codes barres, si vous voulez, c'est ces petites, voilà, c'est à ça que ça ressemble. Vous en voyez tous les jours. Peut-être qu'il y en a qui se demandaient à quoi ça servait, mais c'est tout à fait dans des petites lignes. Vous voyez, il y a qui sont d'épaisseurs différentes et de distances variables entre elles, ainsi que certains codes alphanumériques et qui veulent dire quelque chose selon évidemment la symbologie utilisée. Donc, pour la RDC, tout ça, ça donne 605. C'est RDC, quand vous combinez tout ça dans les systèmes informatiques spécialisés en la matière, ça vous dit que voilà, cette chemise, elle a été fabriquée en RDC. Donc, c'est une avancée positive, je trouve, pour la crédibilité de l'origine de la marque Made in DRC, de la marque RDC, à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, régionale, pourquoi pas. Encore faut-il développer une industrie pour qu'on ait quelque chose à faire valoir à l'international. Mais l'idée, elle est là, l'idée, elle est bonne. C'est comme ça que l'on rentre dans le concert des nations, les amis. C'est à travers des petites réalisations comme ça, qui ne sont même pas petites d'ailleurs, mais c'est des réalisations absolument importantes. Alors, nous parlons ici, et on va terminer dans le dernier pan de l'action ministérielle, c'était la mise en place de l'Académie numérique, promotion, encadrement de l'écosystème et protocole d'accord avec les acteurs de l'écosystème. Donc, en gros, parrainage des activités des acteurs, participation de quelques startups congolaises au salon Vivatech en France. Moi, je dirais que tout ceci est très encourageant. Mais je soulignerai 2 aspects basiques qu'il faut absolument intégrer et auxquels le ministre, à mon avis, n'a pas suffisamment fait allusion. Premièrement, le civisme numérique. Et ça fait partie de l'encadrement de l'écosystème numérique. Alors, les internautes congolais, les amis, ils se comportent exactement comme les chauffards et les motards congolais sur la route. Le, le, vous voyez le désordre qu'il y a dans les rues des villes congolaises. C'est exactement comme ça qu'on se comporte sur la toile. Dans un pays où peut conduire qui veut,
Dans un pays, on n'émet plus de permis de conduire depuis des lustres comme ça, là. D'ailleurs, les permis de conduire, nous y reviendrons dans un numéro, j'espère, assez proche. Nous avons un tout petit peu parlé dans un numéro précédent, mais je sens qu'il y a besoin d'y revenir en force détail. C'est quand même un truc sur lequel il faudra ouvrir les yeux, les amis. Alors, dans un pays où il n'y a pas de permis de conduire, peut conduire qui veut, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est l'anarchie. C'est pareil avec les internautes. Dans un pays où il n'y a pas de normes, dans un pays où on n'a pas appris, parce que conduire, ça s'apprend. Eh bien, conduire, mener nos activités sur le net, ça s'apprend aussi. Le civisme numérique, il s'apprend. Et il faudrait que le ministère chapeaute un peu tout ça, qu'il ne soit pas lui le formateur. Le ministère, ça peut se faire selon plusieurs formes de partenariat avec les publics qui vont animer cet espace-là. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait soit une cellule, soit euh, une brigade, quelque chose, une équipe qui soit dédiée à, à encadrer les utilisateurs d'Internet, les contenus postés sur Internet, notamment avec la participation, comme je le disais, d'experts dans les secteurs concernés. Observez par exemple, les amis, si vous suivez beaucoup les médias, surtout les réseaux sociaux congolais, regardez l'épidémie actuelle des journalistes congolais incarcérés pour des délits de presse, diffamation, etc. Bon, c'est une autre question de savoir si ces délits-là devraient faire partie des délits pour lesquels on devrait poursuivre quelqu'un dans l'exercice de son métier dans un pays démocratique. Ça, c'est une discussion dans laquelle je ne rentre pas. Mais regardez ce qui se passe avec toutes ces personnes qui se retrouvent, mais littéralement dans la mouise, les amis, à cause de ce qu'ils ont dit, à cause de ce qu'ils ont posté sur Internet, sur quelqu'un, sans vérifier, sur des autorités, bref, des accusations mensongères, calomnieuses, diffamation et souvent des mensonges montés de toutes pièces, des rumeurs relayées, etc., etc. Mais posez-vous aussi la question, on peut se dire, ben, pourquoi souvent les gens sont inquiétés? Regardez, la tendance, c'est les gens sont inquiétés surtout pour l'audio, les enregistrements qu'ils ont faits, très rarement pour leurs écrits. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Ben, posez-vous la question, c'est pourquoi? Moi, je dirais que c'est peut-être tout simplement parce que trop peu de personnes écrivent et lisent au Congo, y compris les professionnels du journalisme. Trop peu de personnes sont capables de vous faire un paragraphe qui tienne debout en RDC aujourd'hui. On en est là, les amis. Ne nous voilons pas la face. Et trop peu de personnes, évidemment, lisent les bêtises qui sont écrites parce qu'elles sont tellement mal écrites et que tellement peu de personnes les cherchent et donc elles finissent dans une poubelle digitale ou physique quelque part. Et c'est comme ça. Mais dans le monde du numérique, les amis, tout reste. Il n'y a pas que les écrits, la voix. Souvent, on était habitué, on parle, on dit n'importe quoi, ça passe. Mais dans le monde du numérique, tout ce que l'on fait aujourd'hui nous est présent. Même des comportements numériques, des posts que tu as likés ou pas, que tu as retweetés ou pas. Ça fait partie de ton ADN numérique, ça fait partie de ta personnalité digitale. Parce que convenez avec moi, c'est bien de vouloir la viralité, de vouloir ceci, mais bon, on ne retweet pas avec enthousiasme des posts qui forcément sont en contradiction avec vos valeurs, par exemple. Moi, je vous demande d'essayer de partager, d'essayer d'envoyer mes vidéos avec vos amis et tout. C'est parce que j'imagine que si vous me suivez en ce moment, si vous m'écoutez, c'est parce que vous trouvez mon contenu au moins moyennement intéressant et que vous pensez à quelqu'un que ça peut intéresser ou que vous pensez à un groupe de 50 personnes dans lesquelles forcément il y en a beaucoup qui seront intéressés. Mais franchement, si vous êtes contrairement en désaccord avec les valeurs que je prône ici, retweetez pas, repartagez pas mes vidéos. C'est pas ça que je vous demande. Franchement, j'ai pas besoin de ça. Mais on a eu l'habitude, on a le partage facile. On a la gâchette facile sur le partage, sur le commentaire. Tout ce que nous faisons nous laisse ce qu'on appelle l'empreinte numérique. Et donc, ça nous revient tout droit dans la gueule au moment où on s'y attendait le moins. On peut parfois dire non, les paroles sont souvent sorties de leur contexte. Vous savez, si on envoyait un paragraphe écrit de 3 lignes,
dans lesquels un individu parle sans scrupule de quelqu'un, d'une autorité, allez, de la diffamation, mensonge, accusation calomnieuse, etc. En général, quand je reçois ce paragraphe-là à l'écrit, parce qu'on a appris ça, et le réflexe, c'est de te dire, mais envoie-moi tout le texte. Tu m'as envoyé un petit paragraphe, ça devrait ça être le réflexe normal. Qu'est-ce qui a été dit avant? Qu'est-ce qui a été dit en ce moment-là? Qu'est-ce qui a été dit après? Parce qu'il se trouve, peut-être le paragraphe d'avant était celui qui circonscrivait la déclaration qui allait suivre dans un contexte tellement précis. Et le paragraphe d'après était celui qui rappelait toutes les autres exceptions qui ne s'appliquent pas à ce contexte. Mais là, on coupe ce qu'on a voulu entendre ou lire, on envoie. Dans un message écrit, souvent, ça se rattrape. Dans un message audio, avec toutes les technologies aujourd'hui qui permettent de couper des petites vidéos. Donc, une adresse, une allocution de 10 minutes sera coupée, découpée, et on prendra la petite phrase de 20 secondes la plus croustillante, on la repartagera partout, elle deviendra virale, et chacun conclura que, oh là 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 là, il a dit une monstruosité. Personne n'a le réflexe de dire, mais attendez, il n'a dit que ça, donc il est réveillé de chez lui le matin, il a dit que ça, puis il est rentré dormir. Qu'est-ce qu'il a dit avant? C'était dans quel cadre? Il répondait à quelle question? Parce que des fois, il y a des choses que l'on dit parce qu'on a répondu à une certaine question. Est-ce que c'était de son initiative? Mais qui a 20 minutes pour aller écouter toute une conversation? Mais chacun de nous a 20 secondes pour couper et retweeter et repartager pour que l'on dise, oh là là là, le diable absolu, c'est lui, c'est elle, etc., etc. Voyez-vous, le civisme numérique. Qu'est-ce que le ministère du numérique, à travers cette réalisation, ou plutôt cette colonne de réalisation, entend faire? Entend-il travailler main dans la main avec les médias, les associations des journalistes, les parents d'enfants? Que font nos enfants sur la toile? Y a-t-il quelqu'un qui regarde? Y a-t-il quelqu'un qui pense à tout ça? Ou on attend l'éclosion d'une génération d'imbéciles, une génération d'illettrés, inciviques, numériques, pour constater les dégâts et ne plus avoir que nos yeux pour pleurer? Voyez-vous, il y a des notions d'éthique toutes simples, par exemple, qui, lorsqu'elles sont apprises assez tôt à la maison ou à l'école, restent gravées en vous. Je vous donne un petit exemple. Moi, j'ai appris assez tôt, quand j'apprenais à utiliser l'informatique. C'était pas, moi, j'ai pas grandi à l'informatique. Moi, j'ai touché à l'informatique quand j'ai terminé mon bac. Donc, je suis allé à l'université. C'est là que j'ai commencé à travailler avec un ordinateur, lorsque j'ai quitté le pays. Mais on m'a appris assez tôt que quand tu envoies un email, tu dois t'assurer personnellement que toute personne qui recevra cet email-là est pertinente. Et qu'est-ce qu'on voit tous les jours ici? Qu'est-ce que vous et moi, on ne fait pas? Regardez des fois même des personnes haut placées dans les entreprises. Tu as par exemple quelqu'un qui a démissionné. Ouh là là, c'est un jour assez émouvant. Il envoie quelques paragraphes tout à fait émouvants, larmoyants à tous ceux avec qui il a travaillé pendant les 10 dernières années. Pourquoi pas? Il envoie ça à 1200 personnes qui travaillent dans la compagnie. OK. Peut-être qu'il aurait pu mettre tout le monde en BCC, blind CC, pour que celui qui a besoin de lui répondre à lui le fasse, parce que, évidemment, dans les 1200 personnes employées de la compagnie, peut-être qu'il n'avait ce genre de relation-là qu'avec une vingtaine, une cinquantaine, une centaine, peut-être 200. Lui balance à tout le monde. Pire encore, tu as cette personne, excès de zèle, qui, qui fait reply all et qui rebalance à tout le monde. Oh là là, mais ça a été un énorme plaisir de travailler avec toi depuis 10 ans. Je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, puis qu'on a... Mais écoutez, est-ce que, bon, on peut vous laisser, hein, vous pouvez prendre une chambre. Nous, franchement, ça nous dit rien, ça nous fait ni chaud ni froid. Tout ça pour dire, est-ce que tu penses à ton audience? Est-ce que tu penses à qui doit lire ce mail, ou tu fais juste reply all pour exposer tes états d'âme? Donc, ça, c'est la première des choses.
le civisme numérique. Ça va de certaines petites fautes qui peuvent être assez bénignes, comme le deuxième exemple que j'ai donné, mais ça peut aussi aller jusqu'à dans des choses qui font que les gens se retrouvent en prison et les enfants se retrouvent vraiment dans de sales draps, y compris les jeunes. Mais deuxièmement, je n'ai pas entendu dans cet entretien, dans cet exposé du ministre, un, une assez forte emphase à mon goût sur les incubateurs numériques. Vous savez, je vous disais dans un numéro précédent que les jeunes créatifs, créateurs de contenu en RDC, c'est un peu devenu des sans-abri, des chégués numériques. C'est des gens là qui errent partout. Je vous donne un petit exemple. Faites l'exercice. Vous êtes où? Vous êtes à Kinshasa? Passez un de ces 4 matins à la réception du Memling, du Grand Hôtel Pullman, et voilà, Fleuve Congo, tous les grands hôtels de la place. Si vous êtes à Lumbashi, passez au Grand Caravia, etc. Vous verrez qu'il y a toujours des petits groupes là, de jeunes, qui parfois ont l'air très sérieux, qui ont l'air d'être là vraiment en train de, soit ils attendent quelqu'un, soit ils commandent quelque chose. Moi, j'ai vu des jeunes se cotiser, acheter un petit coca qu'ils vont partager pour faire semblant de consommer, pour qu'on ne vienne pas les chasser. Tout simplement pour utiliser le Wi-Fi gratuit. Et quand tu regardes de plus près ce qu'ils faisaient, c'est des créateurs d'entreprises. Ils sont en train de développer une nouvelle app. Ils sont en train de faire. Mais les amis, occupons-nous de ces jeunes, de ces enfants qui, à fleur d'âge, ont une créativité débordante. Combien se meurent chez eux parce qu'ils n'ont pas eu assez de gigas. Des projets sont en train de partir en fumée. Moi, ça me fait de la peine. Tu vois quelqu'un qui a acheté un petit coca et des fois, il se cotise parce que souvent, les endroits où tu as l'Internet vraiment de très bonne qualité, où tu peux faire des téléchargements assez vite, pas un téléchargement qui te prendrait 2 jours, c'est des endroits qui sont un peu, entre guillemets, VIP. Et donc là-bas, ben, le coca, c'est pas comme à la cité, hein. Il faut un peu mettre la main à la poche. Et le petit jeune, ben, voilà, ils n'ont pas grand-chose. Donc, parfois, on achète une grande bouteille, mais on est quatre. Voyez-vous, c'est pas comme ça que l'on doit traiter cette énergie débordante des jeunes. Donc, il faut des incubateurs, c'est-à-dire des, des locaux, des écosystèmes gratuits ou très largement subventionnés de telle façon que n'importe quel jeune peut arriver, n'importe quel petit groupe à des conditions très concessionnelles, peut prendre un espace pour la journée, pour la semaine, pour le mois, pour l'année, peu importe, et travailler. Ainsi, on peut viabiliser ces espaces-là parce qu'il y en a d'autres, il y en a certains qui n'auront pas les moyens parce que leur projet est encore vraiment à un stade très embryonnaire, mais il y en a d'autres qui seront plus avancés, et puis il y aura des formations, et puis les revenus et il y en a d'autres qui seront, parce que les incubateurs, ça peut évoluer vers les accélérateurs, c'est-à-dire où les entreprises sont déjà plus ou moins sur pattes, mais on les aide maintenant à prendre leur envol, soit à travers la connexion à des financements. Et tout ça peut recycler les revenus dans la formation des plus démunis. C'est la responsabilité du gouvernement de faire ça. Peut-être pas de faire toute la chaîne de A à Z, mais de mobiliser l'écosystème de formateurs, l'écosystème de privés. Aujourd'hui, quand tu es un privé et que tu veux avoir un incubateur dans n'importe quelle ville du Congo, mais c'est un casse-tête, juste le prix du carburant parce qu'il faudra maintenir un groupe électrogène qui tourne 24 sur 24. Donc le gouvernement devrait intervenir avec les moyens de l'État, avec les partenariats que l'État a le pouvoir de nouer et que le petit entrepreneur n'a pas les muscles pour aller nouer, pour que au final, ces jeunes, ces enfants, ces moins jeunes soient en mesure d'être là, avoir un espace plus ou moins assaini où ils feront leur travail, où ils feront éclore leur créativité et de là sortiront des patrons, des chefs d'entreprise, etc. C'est ça un État visionnaire. J'imagine que ça se trouve quelque part dans la pile de papier, mais j'aurais aimé entendre ce que le gouvernement fait par rapport à ça, plutôt que de s'appuyer juste sur les privés qui chacun fait ce qu'il peut avec deux bouts de ficelle. Alors, l'entretien continue et là, on est en train d'atterrir. Donc, il a été question de la couverture Internet. Ici aussi, je vous en ai parlé dans un des numéros précédents. Euh,
À quand la connexion? C'est vrai, la question était un peu unfair, comme on dit. Ben, quand est-ce que la connexion sera, quand est-ce que la RDC entière sera connectée? C'est difficile à dire, mais bon, on peut quand même faire des projections. Et très, très, le ministre avait raison de souligner qu'il y a une entreprise d'État, la SOCOF, la Société congolaise de développement de la fibre optique, qui s'en occupe, qui a déjà obtenu quelques financements et qui se bat pour faire le reste. Donc, c'est une société d'État qui s'en occupe. Et puis, ben, le ministre, bon, voilà, il a aussi ajouté que les privés sont assez réticents à investir dans certaines zones du pays jugées non rentables. Alors, ce thème de rentabilité, les amis, il revient quand même pas mal et il est peut-être temps que la RDC se fasse diriger par des gens qui connaissent la vraie valeur de leur pays. Vous savez, nous avons nos problèmes en RDC. Il n'est pas question de les balayer sous le tapis. Mais franchement, il y en a un peu marre de ces excuses bidons dont les soi-disant investisseurs nous rabâchent les oreilles à longueur de temps, croyant qu'en face, il y a des abrutis qui n'y verront que du feu. Tenez, les amis, lorsqu'un pays traite avec des secteurs, allez, des investisseurs, des acteurs du secteur privé, surtout des étrangers, il ne devrait jamais y avoir des états d'âme. Vous avez le choix, messieurs, mesdames, vous qui voulez faire des affaires en RDC, vous avez le choix. Soit vous nous foutez la paix, pour parler très crûment, et vous revenez plus tard lorsque tout sera parfait dans notre pays et on pourra parler. Ou alors, vous jouez franchement le jeu. Voici nos besoins. Nous manquons les capitaux que vous apportez. Nous manquons peut-être l'expertise technique que vous apportez. Et en retour, voici notre contrepartie, nos conditions. Éventuellement, on peut faire quelques aménagements. On enlève ceci en contrepartie de cela. Vous rajoutez ceci en contrepartie de cela. Mais c'est à cela que servent les négociations. Mais chez nous, les amis, nous avons tellement pris l'habitude de dénigrer notre propre pays que nous en oublions même que le fait que les problèmes les plus douloureux, les plus pénibles sont en fait des opportunités d'affaires. Savez-vous que par exemple, le problème de route, l'absence de route et d'électricité. Mais derrière ces problèmes-là, il y a de grosses opportunités d'affaires, les amis. Personnellement, j'aurais aimé vivre dans un Congo où il y a des routes qui vont de partout à partout, complètement désenclavées, tous les villages sont désenclavés, toutes les villes sont reliées, il y a du courant partout, des dessertes en électricité, eau potable partout. Ben, j'aurais rêvé de ça. Mais hélas, c'est le seul Congo que nous avons. Au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas là. Alors on fait comment? Si vous êtes un opérateur télécom, par exemple, vous ne voyez aucune rentabilité à investir dans les infrastructures rurales. OK, c'est bon. On conditionne vos licences à un investissement, une certaine partie d'investissement dans les zones rurales. Autant vous faites des investissements dans les zones urbaines, mais autant vous devez aussi aller investir dans les zones rurales. Sinon, on donne la licence à ceux qui veulent bien le faire. Et puis, il y a aussi des opérateurs à travers le monde qui ont des pays aussi larges, aussi quasi impraticables que la RDC, qui se sont, eux, spécialisés peut-être dans des réseaux à faible latence, à haute latence ou à faible connectivité, qui pourraient être déployés comme ça. C'est pas dans chaque village, dans chaque coin et recoin qu'on a besoin de la 5G la plus rapide. Mais au moins, on peut avoir un réseau qui maille tant bien que mal le territoire, surtout dans les zones un peu plus enclavées, ce qui va contribuer à les désenclaver et donc à faire que les populations qui se sont cantonnées à ne rien faire dans les grandes villes, à tirer le diable par la queue dans les grandes villes, ils trouveront des sources de revenus par choix ou par la force des choses. Ils iront s'installer là-bas, ils auront au moins une certaine représentation commerciale là-bas. Ainsi, ils y développeront quelque chose, ils trouveront une clientèle, même si le réseau est un peu plus lent dans les villages, mais au moins ils sont connectés. Mais c'est comme ça qu'on développe un pays. Moi, quand je regarde le climat rugueux du Canada, par exemple,
franchement, je ne crois pas que c'était une partie de plaisir que de déployer la fibre, de déployer les connexions satellitaires et de déployer les réseaux pour faire que le Canada soit connecté partout dans n'importe quelle ville du Canada où tu vas. Tu fais du plug and play, tu pars dans un hôtel, tu pars dans un Airbnb, donc tu arrives, plug and play, tu as l'Internet le plus rapide alors que tu es à 200 km du moindre signe de vie. Mais tu as l'Internet qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Tu travailles, celui de Toronto, rien à envier, celui de Québec, celui de Montréal, rien à envier. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça en RDC? Il faut bien que quelqu'un investisse. Chaque pays a ses problèmes. Quand tu es dans les pays nordiques, quand tu es au Canada, quand tu es en Scandinavie, quand tu es en Russie, c'est des pays dont les hivers sont rugueux. Rien n'est possible en hiver, en plein air. Et pourtant, on a creusé pour mettre la fibre. Et nous, on va nous expliquer que c'est parce qu'il y a trop de rivières qu'on ne met pas des ponts, que c'est parce qu'il y a trop je sais pas moi, la forêt est trop dense, qu'on ne sait pas passer. Donc, bref, du n'importe quoi. Donc, il faut qu'on soit un peu plus exigeant, et à travers nos autorités, et à travers les investisseurs ou les autres partenaires qui font venir chez nous. Il faut que ce soit clair. Si le Congo est tellement pas viable, merci messieurs, merci mesdames, mais la porte, c'est par là. Je vous rappelle chaque semaine qu'ils vont se bousculer au portillon parce qu'on ne quitte pas la RDC comme ça. Créer des collaborations win-win, quitte à faire peut-être certaines concessions pour un début parce que voilà, peut-être qu'ils étaient là, peut-être que, mais surtout pas des contrats léonins. C'est fini cette histoire-là. Le pays doit se retrouver. Et si vous estimez que les demandes du pays font que la RDC devient pas viable du tout. Merci beaucoup. Ça fait des années qu'on est avec vous. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. La porte, c'est par là. Alors, quid de la numérisation du secteur de la santé? Il y a eu une question là-dessus aussi et le ministre a eu l'occasion de nous parler un peu de la santé. Et à l'occasion, voilà, le ministre, bon, voilà, il a donné un exemple d'une solution, donc, un peu pour dire que le ministère s'y était déjà mis, ce qui est bien. Exemple d'une solution permettant de scanner les ventres des femmes enceintes. Si vous avez suivi l'interview, je vous renverrai à cette séquence-là parce que moi j'étais un peu perdu. Mais bon, femme enceinte, transmettre un certain nombre d'informations en temps réel à partir de son smartphone. Alors, et la journaliste très à propos demandera, mais avec quelle connexion, monsieur le ministre? Et là-dessus, le ministre, bon, évidemment, qui s'est défendu en disant, mais non, madame, ne vous cantonnez pas certainement dans la ville de Kinshasa parce qu'il y a des villes, des villages voilà, qui recèlent, qui comptent dans leur sein des téléphones 3G, 4G, 5G. Mais moi, j'interviens tout de suite là-dessus pour dire, bon, d'abord, il y a peut-être des choses intéressantes qui se font en milieu périurbain, en milieu ruraux, à l'aide du numérique, mais j'ai personnellement trouvé que le ministre a pris un très mauvais exemple pour illustrer son propos sur cette question-là. Peut-être qu'il aurait pu diriger l'auditeur vers l'application exacte à laquelle il faisait allusion pour que chacun se fasse sa petite idée. Mais suivez un peu le film avec moi, les amis. Placez un téléphone portable sur le ventre d'une femme enceinte. Allez, vous vous situez, hein, vous êtes à Bukama, vous êtes à Kalemi, vous êtes à Ubundu, vous êtes à Kasongo. Hein, vous faites ça. Et puis, bon, pour quel résultat au final, en fait? Donc, et puis, voilà, c'est une consultation obstétrique à distance. C'est quoi exactement? C'est quoi le but du jeu? Avec quelle bande passante? Et puis, le téléphone, il transmet quelle information exactement? C'est les battements du cœur du bébé, c'est la pression artérielle de la mère, c'est quoi? Et le médecin qui est à l'autre bout du fil, à l'autre bout du réseau, ben, il fait quoi? Il reçoit l'information en temps réel, il la reçoit demain matin, et puis dès qu'il la reçoit, il en fait quoi? Et puis la mère, elle ferait quoi? Et puis le médecin, il fait quoi? Il répond à la mère, et puis la mère, elle fait quoi? Est-ce qu'elle est en train de se faire accompagner par quelqu'un? Comment elle reçoit la réponse du médecin? C'est un SMS? C'est quoi? Bref, cet exemple m'a un tout petit peu dépassé. Je trouve que ce n'était pas le bon, mais bah, qu'à cela ne tienne, on ne va pas pinailler sur des détails. Il n'est pas toujours évident, vous savez, de s'exprimer très clairement lorsque le temps nous est compté sur un plateau de télévision. J'en sais quelque chose. Et donc, voilà. En revanche, moi, je renverrai le ministre par exemple, et vous tous qui me suivez d'ailleurs, sur l'épisode numéro 21 que, que j'avais tourné sur cette chaîne même
où j'ai parlé de e-santé, où j'ai parlé de santé numérique, e-santé, m-santé. D'accord. Et là, à l'occasion, j'avais mis en vedette quelques startups congolaises qui honorent notre pays et qui ont été remarquées par des organes de presse panafricains. Et je les avais mis en vedette sur ma propre initiative à cette occasion et j'en ai profité pour décrypter un peu le sujet de e-santé, de m-santé et d'expliquer pourquoi les pouvoirs publics avaient un très grand rôle à jouer là-dessus. Vous voyez ici, il y a Congo Medica, Anemia, Health Malamu, MyVIP, WeCare, Hosto, Elenge, Jeune et Santé, Wapimed, Luca Pharma. À mon avis, des idées, des projets simples, d'une utilité qui n'est pas contestable, avec des startups plus ou moins établies qui ne demandent qu'à être bien encadrées, intégrées dans un système numérique assaini, et ainsi créer une émulation pour les dizaines d'autres services similaires dont vous n'avez jamais entendu parler et dont vous risquez de ne jamais entendre parler parce qu'au moment où nous parlons, ils se meurent, ils n'ont pas de méga, ils se meurent parce qu'ils n'ont pas de courant, ils se meurent parce qu'ils n'ont pas un environnement où ils peuvent ne fût-ce que se déplacer tous les matins, travailler avec un semblant de clim, un semblant d'électricité, même pour une journée seulement, et un semblant de connexion Internet, bien entendu. Donc, c'était un peu ça. Et voilà, l'entretien a chopé sur un point. Et ça, les amis, j'en parle, je souris qu'à moitié parce que ça commence à ne plus être très drôle. Il y a eu une question sur le budget. Quel est le budget du numérique? Quelle est la part du numérique dans le budget national? Et là, patatras, comme toujours. Évidemment que le budget est modique. Bon, le ministre n'a pas répondu. S'il a répondu, je n'ai pas entendu. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, quoi de neuf? Quoi de neuf, RDC? Vous savez, comme moi, beaucoup de Congolais ont peut-être suivi les passages, notamment sur Top Congo FM, de plusieurs ministres, même du précédent gouvernement, le gouvernement Ilunkamba. Et plus récemment encore, il y avait une tournée dans les provinces, Congo central, le grand espace, l'espace Grand Bandundu. Et à chaque fois qu'un responsable congolais doit répondre à une question sur son budget, c'est la catastrophe. Vous avez des maires de ville, un maire de ville qui vous dit que ça fait 8 ans ou 6 ans qu'il est impayé. Au passage, il n'a pas démissionné entre-temps, donc c'est à se demander, waouh, ça doit être assez poignant d'abnégation et de loyauté à la nation. Mais bon, écoutez, je ne sais pas si vous vous êtes dupes, mais certains d'entre nous, on en a quand même un peu vu. Donc, bref, le jour où j'entendrai une autorité de mon pays répondre à une question sur le budget, sans rougir, sans que son visage ne se liquéfie littéralement, sans que la gêne et la honte ne transparaissent clairement dans sa voix et dans sa posture. À ce jour-là, je dirais que certainement que mon pays vient de faire un grand pas vers le progrès. Il faut que ce jour-là arrive. Nous l'appelons de tous nos voeux. Pourquoi à chaque fois le budget, c'est toujours le parent pauvre? Évidemment, les ministres, ils roulent carrosse, on va dire outil de fonction, leur maison, c'est toujours dans les autorités, hein, et ce n'est pas une fixette pour les ministres, c'est pour tous ceux qui ont un mandat public dans notre pays, une responsabilité, les mandataires, c'est en général des barons. Mais quand on leur demande, c'est quoi le budget de ton secteur, c'est quoi la part de ton secteur dans le budget national? Et ça, vous extrapolez, vous extrapolez, vous extrapolez, et vous irez jusqu'au sommet de l'État pour vous rendre compte de pourquoi c'est une honte que notre budget national soit ce qu'il est. Donc, des fois, on tape facilement sur le petit maire parce que c'est lui qu'on avait à la radio ce jour-là et qui nous explique que ça fait 8 ans qu'il est impayé. On en rit, on blague dessus, on fait des vannes. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas que lui. Lui, ce n'est que le maillon le plus faible dans la chaîne. Remonter, 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 remonter. Mais en attendant, personne ne démissionne pour dire, OK, pour mauvaises conditions de travail, moi, je trouve que je ne peux pas travailler. Je ne peux pas exécuter mon programme. Je ne peux pas lancer une vision durable avec un budget aussi modique. Donc, je passe la main ou voilà. Non, il y a jamais, non, 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 jamais de la vie. On est là ad vitam aeternam. Alors, les amis, moralité, vous savez, j'ai beaucoup commenté sur le fond de ce bilan qui, du reste, m'a énormément édifié.
sur le numérique de mon pays, sur l'état des lieux. Alors, en guise de conclusion, permettez-moi de placer un mot sur la forme, la forme de la présentation de Monsieur le ministre. Et ceci n'a rien de personnel alors qu'on n'aille pas y voir ce qu'il n'en est pas. Vous aurez constaté dans ce décryptage, dans ce récit que je vous fais, que la grande partie du bilan et donc du temps de parole du ministre a porté essentiellement sur des questions de régulation, code du numérique, cadre et structure de ceci, normes et standards de cela. C'est peut-être le juriste dans l'âme qui parlait, et cela se voit dans les résultats auxquels nous avons eu droit. Allez regarder la vidéo, je vous prie. Je vous promets que par moments, il était difficile de ne pas s'endormir. Et pourtant, pour ce qui est présenté comme un levier essentiel de croissance, pour un domaine aussi peu connu dans mon pays, c'était une belle occasion de galvaniser les jeunes qui sont nombreux, qui pullulent dans l'écosystème numérique. Pourquoi pas, par la même occasion, réveiller quelques passions cachées chez ceux qui hésitent encore à se lancer dans le numérique. Lisez les documents, lisez le plan national du numérique, lisez tous les documents autour, allez sur le site, lisez tout ce que vous pouvez trouver dans l'écosystème du numérique de la RDC en ce moment. On a l'impression que le vent du numérique est principalement insufflé par des juristes de profession ou de mentalité. Et ça se voit dans la teneur des documents produits. C'est à se demander où sont passés les experts du terrain du numérique. J'invite donc instamment Monsieur le ministre, s'il n'y a pas sérieusement pensé, à se faire accompagner des gens qui respirent le numérique, y compris dans la communication, les éléments de langage, les fameux talking points, comme on dit dans la communication des anglo-saxons. Il y a des mots-clés qu'un ministre du numérique doit répéter quand il passe à la télé, quand il s'exprime dans les médias. Il y a des talking points, il y a des éléments de langage que son équipe de communication doit lui mettre dans le canevas de ce qui doit être dit, des mots qui résonnent, des mots qui ronronnent et qui réveillent à la conscience numérique d'un pays. Surtout dans un pays comme le nôtre qui n'a pas une culture numérique, j'insiste. Nous n'avons pas une culture numérique. Regardez comment les autres produits prennent un peu comme ça prend. Quand vous avez une, les Anglais sont allés avec Vodafone est allé avec une petite innovation, mais les Kenyans ont pris ça, ils en ont fait un ça. Aujourd'hui, l'Afrique entière s'enorgueillit. C'est les Kenyans qui ont pris ce projet-là, mais ce n'est pas eux qui avaient conçu. C'est des ingénieurs de Vodafone qui sont venus avec une petite idée, comme souvent quand on va en Afrique et tout. Mais l'idée est tombée dans un terreau tellement fertile, une jeunesse est-africaine, kenyane, tellement fertile à ce genre d'idées qu'ils en ont fait un PESA. Aujourd'hui, c'est la fierté du monde, un PESA. Ça a montré que l'Afrique peut prendre des concepts parfois banalisés en Occident et en faire une véritable vitrine. Voyez-vous? Donc, je ne parle pas là de se faire entourer des vieux de la vieille qui pullulent dans notre fonction publique en attente d'un, je sais pas moi, un arrangement social pour le versement de leur retraite digne et probablement méritée. Moi, j'en sais rien. Je ne parle pas non plus de ceux dont les mentalités sont restées bloquées dans les vestiges de l'AS 400 ou de Pascal ou de Fortran ou de que sais-je encore en termes d'environnement informatique. Mais où sont passés les technico-commerciaux modernes de mon pays? Les maîtres du récit du numérique, la storytelling, comme on dit. Il y a des gens qui ont l'art de donner envie de se lancer dans le numérique. Vous savez, notre administration publique, elle est déjà rendue invivable par toutes ces lourdeurs, rigidités, notamment héritées par voilà, euh, notre passé colonial, l'héritage franco-belge de l'administration qui n'a jamais été modernisé. Et ici, on est en train de parler d'une discipline, mais qui révolutionne le monde et qui a été révolutionnée en général par des jeunes, des hippies. Ce n'étaient pas des gens qui se mettaient en costard, cravate. C'était vous savez, le mythe des hippies dans la Silicon Valley, en Californie, c'était des jeunes longs cheveux et voilà, qui travaillent de leur garage, qui travaillent un peu de partout, assis sur une poubelle en train de développer des applications qui vont révolutionner le monde demain.
C'est ça l'esprit qui a créé l'industrie dans laquelle nous opérons, à savoir la transformation numérique. Donc, c'est pas que le juridisme, c'est pas les normes, les bornes, les standards, non, 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 non. Il y a tout ça, mais ça, le numérique, ça s'exprime, ça se vit, ça se respire. Alors, la dernière chose dont nous avons besoin, s'il vous plaît, c'est la création d'une autre administration intimidante de trop. La régulation, bien sûr. La régulation, oui. Surtout lorsque l'on sait les malheurs qui nous guettent dans le monde du numérique. Mais tout cela doit se faire derrière les rideaux, à l'abri des regards du grand public si possible. Je vais vous laisser avec une petite image, les amis. Vous savez, lorsque vous payez, allez, imaginez que vous payez pour visiter, vous visitez Paris et vous payez pour admirer la vue splendide de Paris au-dessus de la Tour Eiffel. Franchement, là, vous payez pour le rêve. Vous payez pour le mythe, pour l'expérience. Vous ne payez certainement pas pour que l'on vous rabâche à longueur de journée à vous expliquer le nombre exact, le tonnage exact des barres de fer, de béton et autres matériaux et de la résistance des matériaux, toutes ces formules alambiquées qui ont été mises en place pour que cette vieille dame de, 130, de 330 mètres que l'on appelle la Tour Eiffel tienne debout pendant plus de 130 ans. Ce n'est pas ça le but de l'aventure. Vous en conviendrez, j'espère. Eh bien, lorsqu'on est porte-étendard du numérique en RDC, dans le plus 243, au 21e siècle, on doit pouvoir vendre le rêve numérique. Voilà les amis, merci pour votre attention. J'espère que vous avez aimé ce numéro. Donc, je vous propose 2 numéros en cette semaine spéciale. On va appeler ça spéciale indépendance. Allez, je fais le malin. C'est la semaine de l'indépendance, du 62e anniversaire de l'indépendance. Donc, je fais ce numéro sur le numérique et je vais essayer de faire un autre je suis en train de vous préparer un autre sur le commerce extérieur basé sur l'entrevue du ministre Jean-Lucien Boussa, qui était tout aussi enrichissante. Mais merci beaucoup à nos institutions, à la RTNC, au ministre du numérique et à tous ceux qui préparent ces genres de choses. Vous n'avez pas idée comment vous nous édifiez. Parce que nous venons de loin dans notre pays. Pour certains pays, verront, ils se disent, mais ces gens-là, ils se satisfont de très peu. Comprenez notre émotion, comme disait l'autre. Nous venons de loin en RDC. Dans des petites avancées comme ça, nous les saluons, nous les acclamons. Continuez comme ça. Et vous, mes amis, sur cette chaîne, abonnez-vous, continuez à partager, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et ensemble, comme je n'arrête de vous le répéter, essayons d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes sociales, en particulier LinkedIn et WhatsApp, Facebook aussi. Le vôtre, Dr Jean-Paul Mouka, je vous dis, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.